11h30. Écoutez, il est l'heure. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue à tous. Je suis ravie d'animer ce webinaire sur les émotions et leur place dans les entreprises et les organisations avec vous. Voilà, donc on va passer 45 minutes ensemble, répartis de la manière suivante. Moi, je vais faire un topo, une présentation avec l'aide du PowerPoint que vous avez sous les yeux pendant 25 minutes, 30 minutes grand maximum, pour qu'il vous reste 15 minutes pour que je puisse prendre le temps de répondre à toutes les questions, objections, remarques que vous pourrez avoir au fil de l'eau. Donc, vous voyez la plateforme Webikeo, vous avez normalement une fenêtre où vous m'apercevez, une fenêtre PowerPoint où va défiler le contenu de la présentation, une vingtaine de slides environ, et vous avez un chat sur lequel vous pourrez justement écrire toutes les questions que vous avez. J'ai fait le choix d'y répondre à la fin de la présentation, simplement pour ne pas stopper ma démonstration en cours de route, pour ne pas être interrompue. En revanche, sachez que je prendrai le soin à la fin, donc pendant le dernier quart d'heure, de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Voilà. Donc moi, je suis en direct depuis Marseille. C'est ma collègue Christine Giraud de chez Réor à Cachan, donc à côté de Paris, qui fera la synthèse de toutes vos questions et qui me les enverra par mail. Nous avons aussi Jasmine de Webikeo qui, elle, se situe à Aix-en-Provence. D'après ce que j'ai vu, vous êtes un petit peu situés partout en France, donc c'est une belle expérience de simultanéité. Donc voilà, écoutez, je vous propose qu'on commence. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue pour ce webinaire. Intitulé donc « Des émotions dans mon entreprise, point d'interrogation, pas mon genre ». Alors, brièvement, quelques mots sur moi. Je suis consultante et formatrice en management. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon travail, c'est d'accompagner les entreprises et les organisations dans leur transformation multiple. Alors, ça peut être transformation de leur manière de travailler, notamment aujourd'hui avec tous les enjeux autour de la digitalisation, de la méthode agile. Ça peut être aussi transformation des lieux de travail. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit la fin des bureaux personnalisés. Il y a des nouveaux espaces de travail, des tiers-lieux, même du télétravail. Voilà, ce type de questions-là me passionne. Et j'accompagne aussi les personnes travaillant en entreprise, notamment les managers, soit à leur prise de poste, soit à mieux gérer leur stress, ou encore à résoudre, en tout cas à tenter de résoudre les conflits dans leur équipe. Et j'ai une formation en sciences humaines, et je me suis notamment beaucoup intéressée à la question du genre. Je travaille donc pour Réor, qui a une offre qui se décline autour de 3 pôles principaux, que sont justement le conseil, la formation et le coaching. Réor, depuis 40 ans, accompagne justement les entreprises et les organisations dans le développement des compétences managériales. Nous avons un choix stratégique chez Réor, qui est de travailler aussi bien pour le secteur privé que pour le secteur public, ce qui fait que dans la même semaine, nous pouvons être amenés à intervenir aussi bien pour Pôle emploi que pour Nestlé, que pour Alstom ou encore Matignon, comme c'est le cas en ce moment. Nous travaillons du coup sur plusieurs champs, stratégie, organisation, RH. Voilà, ce qui est important aussi de préciser, c'est que nous sommes tous seniors chez Réor, c'est-à-dire que nous avons eu une expérience professionnelle avant assez longue qui a pu nous amener justement à être soit cadre dirigeant, soit DRH, soit manager. Voilà. Les présentations étant faites, je vous propose qu'on se lance dans le vif du sujet. Voilà un petit peu ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. D'abord, j'avais envie de commencer par une sorte de photographie de deux entreprises différentes qui ont un rapport à l'émotion complètement différent, histoire de bien commencer directement dans le vif du sujet. Et ensuite, de poser cette question, finalement, comment l'émotion s'est invitée dans nos espaces de travail. Essayer de faire un bref retour en arrière, pas pour avoir un débat d'experts et revenir à la nuit des temps, mais finalement se dire, finalement, l'émotion, le fait qu'on soit tous dans l'émotion aujourd'hui, ça vient d'où? C'est quoi? Voilà. On parlera du coup, forcément, ça nous amènera sur la question du genre. Comment est-ce qu'on est socialisé à l'émotion, en fonction qu'on est un homme, en fonction qu'on est une femme.
Et j'ai choisi 2 émotions parce qu'elles me semblent extrêmement genrées en entreprise. Donc, je ferai un focus d'abord sur la notion de colère. Qu'est-ce que c'est que se mettre en colère pour un homme ou pour une femme et comment c'est lu? Et enfin, la peur, hein, au travers de 2 exemples précis. Et puis ensuite, on s'intéressera sur, en entreprise, concrètement, qu'est-ce que je fais, hein, que je sois manager ou manager, employeur, employé, qu'est-ce que je fais des émotions, qui est voilà, la matière vivante de mon expérience, qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Et évidemment, après, je le redis, je prendrai le temps de répondre à vos questions. Alors, pourquoi ce webinaire? Je vous le disais, bref retour dans le temps sur la place des émotions dans notre société. À l'origine, la question des émotions, c'est un débat d'experts. Ça concerne par exemple des gens comme Darwin, qui se demandent quel est le rôle de l'émotion dans la survie de l'espèce. Ça veut dire concrètement, est-ce que si je me mets en colère, si je développe certaines émotions, c'est pour mieux survivre dans un environnement qui m'est hostile, par exemple. Au XXe siècle, la question des émotions envahit complètement la société de consommation. J'ai mis à dessein cette image, je ne sais pas si vous vous souvenez du lancement de l'iPod. C'était à l'époque complètement révolutionnaire, cette manière d'écouter de la musique comme ça. Mais regardez la manière dont les personnages ont l'air de vivre, de ressentir la musique. C'est vraiment les émotions aujourd'hui, vous les distribuez à tour de bras via les réseaux sociaux, lorsque vous mettez des pouces, des likes. Une de mes amies qui travaillait pour un grand couturier me disait que dans le rédactionnel, il fallait bien écrire que les tissus devaient être à même de procurer des émotions, des sensations. C'est vraiment, l'émotion, elle est présente, elle est là. On parle de feel-good movie, ces films qui font que vous vous sentez bien. On l'achète, on la distribue, on la produit, et donc, elle est au cœur de nos expériences en entreprise, au cœur du management. Donc, concrètement, comment elles sont abordées, comment elles sont traitées. Donc, j'avais envie de vous prendre 2 exemples complètement différents de la manière dont les émotions sont mises en scène dans les entreprises. Premier exemple, j'avais envie de revenir sur l'épisode Lactalis, il y a quelques semaines, où si vous vous intéressez un peu à la communication médiatique, vous avez pu voir que la figure d'Emmanuel Beignet avait été perçue, et notamment en termes de communication, vraiment dans la réserve, dans quelque chose de beaucoup plus... dans une forme de retenue extrêmement forte. Vous vous souvenez de ce scandale à la bactérie, à la salmonelle, qui a contaminé le lait infantile. On a beaucoup dit que Lactalis était une entreprise où la communication était verrouillée. Et là, la photo que je vous ai donnée, c'est la photo qui est issue du journal du dimanche, où justement, il prend la parole, mais on sent que ça va aux antipodes de la culture de l'entreprise qu'il dirige, qui est vraiment une entreprise sur un modèle traditionnel, où ce qui fait foi, justement, c'est d'être dans le non-émotionnel, c'est d'être dans quelque chose d'extrêmement rationnel. À l'opposé, je vous ai mis une photo du fondateur de Apple, qui, justement, lui, a fait de l'émotion sa manière de communiquer, sa manière de communiquer ses nouveautés. Si vous regardez les conférences d'Apple, au moment où Apple communique justement sur le lancement de ses nouveaux produits, ce qu'on appelle en anglais les keynotes, il y a souvent un sentiment de ferveur religieuse que l'on ressent dans la part du public et dans la manière de manier l'émotion, où là, véritablement, on sent que ce qui fait foi, au contraire de l'exemple Lactalis, c'est de parler avec de l'émotion, de ce qu'on ressent. Donc, 2 exemples complètement différents qui prouvent à quel point l'émotion peut être mise en scène de manière complètement différente en entreprise. Alors, que s'est-il passé? Il ne s'agit pas simplement de se dire que les entreprises fonctionnent différemment. Non, pour moi, il y a eu un changement de paradigme. Voici le modèle, je dirais, à l'ancienne. Vous avez sur le côté gauche le monde masculin, donc c'est la politique, l'extérieur, les affaires, le business, et à droite le monde féminin, donc c'est la famille, la maison, les émotions, etc. Ça fonctionne à peu près bien jusqu'au 19e siècle. Après, ce modèle vole en éclats. Pourquoi? À la faveur de 2 événements, je ne vais pas rentrer dans les détails, révolution industrielle d'une part, Première Guerre mondiale d'autre part, redistribution des places, des rôles de chacun, et
voie de conséquence, la rationalisation, qui était le propre du monde des affaires, du monde de l'extérieur, intervient à la maison. C'est ce que vous voyez aujourd'hui avec la domotique. Hein, avec votre smartphone, vous pouvez fermer vos volets, régler la température de chez vous, déclencher votre cafetière, etc. Donc la rationalisation, elle intervient chez nous, dans la maison, qui est un espace féminin, et surtout, ce qui est l'objet de notre webinaire, le monde des émotions, qui était le monde justement de l'espace privé domestique, maintenant il envahit l'espace de travail. Je vous ai mis une photo ici de la série qui s'appelle Paname, on voit des hôtesses de l'air. Pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Parce que c'est un des exemples qui est analysé par Harley Russell Hochschild. Donc vous voyez que son nom s'affiche en bas à droite de l'écran. En fait, Hochschild, elle a travaillé justement sur cette notion des émotions qui envahissent l'espace de travail, au travers de ce qu'elle appelle, de ce qu'il est convenu d'appeler le SBAM, sourire, bonjour, au revoir, merci. Hein, c'est l'acronyme SBAM de sourire, bonjour, au revoir, merci. Et elle montre que dans le domaine des services, la notion de travail émotionnel est à l'œuvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes une hôtesse de l'air, vous devez avoir cette attitude de sourire, bonjour, au revoir, merci. Vous devez produire une émotion, exactement comme la caissière à qui vous apportez votre kilo de courgettes. On lui demande non seulement qu'elle vous rende la monnaie, mais surtout quel est ce SBAM, sourire, bonjour, au revoir, merci, c'est-à-dire qu'elle produise une émotion. Et ce que montre très bien Hochschild, c'est que le fait de produire une émotion, ça a un impact aussi sur soi, sur sa vie intérieure, sur sa vie affective. Ce n'est pas simplement une transaction d'un moment, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment ce paradigme-là qui est à l'œuvre. Donc, la vraie question, c'est comment finalement l'espace de travail, qui était un espace masculin, a pu digérer l'arrivée de ces émotions codées comme féminines. Hein. Vous voyez qu'il y a une sorte d'implosion du système. Alors pour ça, je vous propose un petit retour en arrière pour la question, pour comprendre un petit peu ces histoires de socialisation et de genre. Regardez un petit peu ce que je vous affiche là. On est sur un catalogue de jouets. Je me suis amusée à prendre des photos de petites filles et des photos de petits garçons. Ah, je sais ce que vous vous dites. Je ne vais pas vous montrer encore des photos de petites filles qui repassent pour vous dire qu'on les socialise pour être des futures ménagères, tandis que les petits garçons, on leur offre des fusées et que du coup, on en fabrique des futurs Thomas Pesquet. Ce n'est pas mon propos. Je pense que c'est par ailleurs tout à fait juste, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Parce qu'encore une fois, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la socialisation au faire, c'est la socialisation à l'être, à l'émotion. Donc, sur cette photo de petite fille, déguisée en Reine des Neiges, ce qui va m'intéresser, même si l'image est petite, c'est que vous vous concentriez sur son émotion. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer, à la suite justement de Mona Zegal qui a travaillé sur ces questions, que la petite fille, vous voyez, elle est dans une posture où elle recherche l'attention, elle regarde, vous voyez son regard, vous voyez son émotion, qui est celui du sourire. Hein. Elle demande quelque chose, elle demande à attirer l'attention. Regardez l'émotion du petit garçon ici. Hein. Elles sont très souvent masquées en fait dans les catalogues de jouets à partir d'un certain âge. Hein. Il y a des masques, le plus connu c'est celui de Dark Vador, mais pas que, vous voyez tous ces personnages. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès l'enfance, dès le catalogue de jouets, dès l'emballage cadeau, la petite fille, elle intériorise que elle a le droit de produire de l'émotion, elle a le droit de l'exprimer, et le petit garçon, au contraire, il apprend implicitement à bloquer son émotion, hein, avec ces histoires de masques, justement, qui bloquent l'émotion. Pour la question des jouets, on peut aussi aller plus loin et se rendre compte que, justement, la petite fille, avec les jouets, la dinette, la poupée, elle est socialisée à ce que les anglo-saxons appellent le care, le fait de prendre soin d'autrui. Hein, j'ai une poupée, j'en prends soin. La dinette, c'est une invitation à jouer avec autrui. Donc, on est vraiment dans ce que Mona Zegal appelle jouer avec. Le petit garçon, jouer contre. Hein, c'est des jeux de combat, des jeux de compétition, des jeux de concurrence. Alors, centrons-nous maintenant sur les émotions et la manière genrée dont elles sont lues. Je vous ai dit, j'ai choisi la colère parce qu'il me semble que c'est une émotion particulièrement intéressante.
Je vous demande pour ça de faire un petit retour en arrière sur 2 campagnes électorales de ces 20 dernières années. En 2002, donc c'était plutôt il y a 15 ans, c'est ça, 18 ans quand même, premier exemple de colère masculine, François Bayrou en 2002. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'y avait pas encore des chaînes d'information à tout crin à l'époque, mais quand même, il y a un événement qui a fait le buzz, comme on dit aujourd'hui. C'est une colère de François Bayrou en avril 2002, donc quelques semaines avant le premier tour des élections présidentielles. Il a été filmé, au moment où il était filmé lors d'un déplacement, il y a un petit gamin qui lui a fait les poches. Et François Bayrou, du tac au tac, lui a flanqué une paire de gifles. Bon, et c'est un événement dont on a beaucoup parlé, qui a vu d'ailleurs, qui a eu comme conséquence assez directe que sa cote de popularité dans les sondages a monté. Donc ça veut dire que, en tout cas, cet événement a été plutôt bien perçu. Je vous propose d'avoir une lecture genrée de cet événement. Il a eu une colère gestuelle, hein, il a donné une paire de gifles, d'accord? Ça a été perçu comme un acte de courage qui le légitimait. Hein. Ce qu'on a dit, c'est que finalement, ce geste, hein, cette paire de gifles, elle était à la hauteur des enjeux. Les enjeux, c'est quoi? De manière très récurrente dans une campagne présidentielle, c'est l'insécurité. Hein, l'insécurité, le fait qu'il y ait tous ces écrits et ces discours sur le fait que la France irait plus bien, etc. Bon, voilà. Avec ce type de réaction, François Bayrou est lu comme un homme qui a du courage et qui pourrait remettre la France dans le rang. Je vous propose de tirer avec ça une filiation avec la manière dont, dans la mythologie, est lue la colère de Zeus. La colère de Zeus, elle a toujours une bonne raison de s'exprimer. Par exemple, parce que Prométhée lui a volé le feu sacré. Donc, il se met en colère. C'est vrai que c'est légitime. Vous voyez, il y a toujours cette façon, pour la colère masculine, d'avoir des vraies raisons. Et elle exprime une toute-puissance. Je vous propose maintenant qu'on se concentre sur la colère féminine en avançant un tout petit peu dans le temps et de se placer là, il y a 11 ans déjà, en 2007, au moment de la campagne présidentielle et du débat d'entre-deux tours opposant Ségolène Royal à Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qui s'est passé là? Vous vous en souvenez peut-être. Eh bien, il y a eu une prise de bec entre les 2 candidats à propos du sujet du handicap en France. D'accord? Et Nicolas Sarkozy, en fait, et de manière totalement intentionnée, si l'on en croit le livre de Yasmina Reza qui raconte les coulisses de la campagne, qui explique que l'objectif de Nicolas Sarkozy, personnalité déjà tonitruante à l'époque, avait pour objectif de jouer en posture basse et du coup d'amener Ségolène Royal, justement, elle, à être perçue comme agressive. Donc, il fait ça à dessein. Et il parle du handicap et puis elle commence un petit peu à s'échauffer et il lui dit à plusieurs reprises « calmez-vous ». Or, normalement, quand on dit à quelqu'un « calme-toi », c'est la meilleure façon pour qu'il s'énerve. Donc, c'est ce qu'elle fait. Effectivement, la colère monte. Hein, mais il le fait sciemment. C'est intéressant de le savoir. Et comment cette colère de Ségolène Royal a-t-elle été lue? Comme une réaction complètement personnelle. Hein, non pas comme quelque chose qui est à la hauteur des enjeux. On aurait pu se dire, c'est vrai que le handicap, c'est une vraie cause en France. Pas du tout. La manière dont ça a été élu, ça a été vu comme un dérapage qui l'a décrédibilisé. Et lui en a joué tout de suite, puisque juste après le moment de colère, il lui a dit, ça prouve une chose, madame, ça prouve que vous perdez bien facilement vos nerfs. Et pour être président de la République, il faut être calme. Voilà. Donc, je vous propose de tirer une filiation avec l'image de la colère des rats, hein, dans la mythologie. La colère des rats, la colère de la femme, et bien c'est toujours pour des motifs personnels. Par exemple, parce que son mari, Zeus, ne cesse de convoler à droite, à gauche, et de trouver des femmes plus séduisantes qu'elle. Hein. Donc ça, je trouve que c'est intéressant parce que si on s'intéresse à la manière dont on perçoit la colère dans les entreprises et dans les organisations, on a souvent tendance à considérer qu'une colère masculine a de très bons motifs professionnels. C'est un client qui n'a pas payé en temps et en heure, c'est tel fournisseur qui exagère. Pour une femme, la manière dont la colère est lue est beaucoup plus, est complètement différente. On va d'abord supposer qu'elle a peut-être des problèmes personnels avec sa famille, ses enfants, que sais-je encore. Hein, vous voyez, donc ça, c'est important, hein, de pouvoir trouver des motifs professionnels à la colère féminine. Deuxième exemple, on change de continent, on reste dans la politique.
Je vous propose de vous intéresser à la peur. Regardez cette photo, elle a été prise, si vous vous en souvenez, au moment de l'assassinat d'Oussama Ben Laden par les troupes américaines au Pakistan en mai 2011. Vous avez ici tout le staff de la Maison-Blanche. On reconnaît notamment Barack Obama, à l'époque président, son vice-président Joe Biden et Hillary Clinton, qui à l'époque est secrétaire d'État, c'est-à-dire l'équivalent du ministre des Affaires étrangères. Okay, c'est la photo qui a été diffusée dans la presse. Il n'y en a qu'une. Hein. Donc vous imaginez à quel point elle a été verrouillée, contrôlée. Bon. Vous voyez qu'il y a, premier renseignement de cette photo, il y a un seul personnage qui exprime une émotion, c'est Hillary Clinton. C'est la seule femme. À vrai dire, il y a une femme qui est présente tout au fond derrière dans la salle, mais on ne la voit pas. Elle se hausse pour voir, mais c'est la seule femme au sens où assise, présente dans la salle et qui exprime une émotion. Donc ça, c'est allié directement au point que je défendais tout à l'heure. Les garçons, souvenez-vous, les émotions cachées ne sont pas socialisées pour exprimer une émotion. Les jeunes filles, si, elles expriment, elles ont droit d'exprimer une émotion. À titre personnel, au moment où on est en train d'abattre l'ennemi public numéro 1, depuis 10 ans aux États-Unis, je ne peux pas croire qu'il n'y ait que Hillary Clinton qui ressente de l'émotion. Après, de quelle émotion s'agit-il? Est-ce que c'est de l'effroi, du dégoût, de la peur? Je ne sais pas. Peut-être que sur le chat, vous pourrez me dire comment vous percevez ce geste. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a que elle qui ose exprimer un geste. Il y a un deuxième enseignement qu'il faut tirer ici. Regardez. En fait, cette photo, elle a été retravaillée. Et on s'en est rendu compte en traitant la photo avec un logiciel qui s'appelle Tungsten et qui permet de voir les zones de retravail de l'image. Qu'est-ce qu'on voit? En fait, il y a deux personnages qui ont été retravaillés, c'est Hillary Clinton et Barack Obama. Hillary Clinton, en fait, ce que le logiciel Tungsten permet de montrer, c'est que la photo a été blanchie, en fait, pour attirer toute la lumière vers elle et pour faire converger toute la tension dramatique de la photo vers elle. Mais regardez, le visage de Barack Obama aussi a été modifié. Hein. On ne saura jamais quelle était l'expression qu'il y avait avant. Peut-être une petite ride de tension quand même, hein, vu l'enjeu, je ne sais pas. En tout cas, le deuxième enseignement de cette image, c'est que la société a besoin de fabriquer et de surproduire du genre. Hein. C'est-à-dire que oui, Hillary Clinton était la seule à avoir ce geste d'effroi, de peur, de dégoût, ce que vous voulez. Mais n'empêche que dans la communication qui en est faite, le travail du genre est accentué. C'est-à-dire que oui, on a vraiment besoin de se dire que les femmes avaient peur et heureusement les hommes étaient là pour gérer et que tout se passe bien. Hein. En tout cas, c'est la lecture que je vous propose. Vous pouvez aller voir, je vous ai mis la source, hein, il y a un article qui approfondit cette lecture. Concrètement, qu'est-ce que tout cela nous dit sur les émotions sur nos espaces de travail? Règle numéro 1, pour nous qui travaillons en entreprise, dans les organisations, que nous soyons managers ou managés, laissez s'exprimer les émotions. Je crois que clairement, le modèle à l'ancienne, type, certes c'était une communication de crise, mais l'entreprise fonctionnait déjà comme ça, hein, pour Lactalis. Voilà, le modèle à l'ancienne, c'est fini. Aujourd'hui, l'autocensure émotionnelle ne peut pas marcher et surtout risque de revenir comme un boomerang. On est vraiment sur le fait d'accepter que l'émotion, elle est complètement sa place au travail. Alors maintenant, effectivement, l'enjeu, c'est de laisser s'exprimer l'émotion, mais de manière canalisée. Hein. On n'est pas sur le divan d'un psychanalyste. On est en entreprise, donc comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les émotions puissent sortir sans pour autant que ce soit un déversoir? Alors, il y a des jeux, des techniques. Chez Réor, on aime beaucoup les post-it, les photocollages. Vous savez, vous découpez des magazines, ça va bien parce que telle raison. Donc, vous avez une photo qui vous inspire et puis vous mettez en contrepoint une photo qui vous inspire moins. Aujourd'hui, ça ne va pas pour telle ou telle raison. De manière plus élaborée, on peut aussi faire des groupes de pratiques. Hein. L'analyse des pratiques, c'est une manière alors, qui suppose un peu plus de recul, un peu plus de distance, un peu plus d'expérience managériale aussi, hein, mais de revenir sur les émotions, de revenir sur ce qu'on a ressenti, de pouvoir se remettre en question dans une atmosphère toujours bienveillante. Règle numéro 3, en lien direct avec du coup la question du genre, ne pas se laisser prendre au piège des émotions, parce que une émotion peut en cacher une autre.
Prenons l'exemple de la colère. Je vous disais tout à l'heure, la colère, c'est à peu près la seule émotion à laquelle le petit garçon est socialisé dans sa prime enfance. C'est quelque chose qui est énorme quand on y pense. Ça veut dire qu'assez vite, le petit garçon comprend que les autres émotions dites fondamentales, peur, joie, dégoût, tristesse, etc., il n'est pas vraiment autorisé à les exprimer. Hein. S'il veut être en raccord, pleinement raccord avec l'idéal de virilité de nos sociétés. Bon, donc du coup, un homme qui se met en colère, eh bien là où il faut déjouer le genre, c'est peut-être se dire, en fait, si ça se trouve, il exprime de la peur. Hein. Si ça se trouve, une colère professionnelle, en fait, pour le même événement, une femme aurait plus volontiers manifesté de la peur. Hein. Donc, essayez de lire derrière les émotions. Une émotion peut en cacher une autre. D'accord ? Ça me semble très important en fonction de la socialisation. Voilà. Si vous voulez approfondir ces questions, je vous renvoie aux travaux de Christophe André. Je vais vous afficher une bibliographie à la fin qui résume justement le travail, les principaux auteurs que j'aurais cités pendant la présentation. Voilà, donc j'avais envie de terminer sur une petite touche de couleur. Une autre manière de parler des émotions en entreprise, c'est de se demander quelle est sa couleur. Quand je dis ça, je suis délibérément énigmatique. Je vous renvoie au DISC. Hein. DISC, c'est l'acronyme de Dominance, Influence, Stability Conservative. C'est une manière de mieux se connaître soi, de savoir quelle est la couleur qui prédomine chez nous. Et en fonction de la couleur, donc vous l'avez compris, on est soit bleu, soit rouge, soit jaune, soit vert. Mais on parle de dominance parce qu'on a tous, au fond de nous, chacune des 4 couleurs. Mais quand même, en fonction de notre couleur prédominante, on a un profil communicationnel précis. Et du coup, ça veut dire qu'on a des aptitudes pour communiquer avec un tel ou un tel, ou en revanche, on peut avoir des freins pour communiquer avec un tel ou un tel. Et en fonction de sa couleur, du coup, on a des émotions avec lesquelles on est plus à l'aise, et des émotions qui nous posent vraiment problème. Donc ça, chez Reor, nous, on fait passer justement le questionnaire avec notre partenaire N-Size qui nous permet justement de voir quelle couleur vous êtes. Et en fonction de ça, on travaille. On travaille sur ce que ça veut dire en termes d'émotion, en termes de communication et en termes justement de progression individuelle, puisque tout le but, c'est cela. Voilà, je vous présente brièvement les auteurs que j'ai cités, mais vous aurez ça à la fin, bien sûr. Et bien, je crois que absolument 28 minutes, là, je pense qu'il est temps de passer aux questions. Voilà, j'espère que mon propos aura été clair. Il y a sûrement des zones que vous voudrez approfondir, éclaircir, donc je me tiens à votre disposition. Ah, je vois un commentaire très surprenant. Beaucoup de femmes à ces webinaires. Dommage qu'il n'y ait pas plus d'hommes, ça me fait rire. Je ne vais... Oui. Qu'est-ce que vous en dites, tiens? Qu'est-ce que vous en dites? Peut-être que les hommes, justement, peuvent réagir, puisque ceux qui sont présents... Quelles émotions associées aux couleurs du disque? Alors, vous êtes... comme je disais tout à l'heure, on a chacun les 4 couleurs. Alors, moi, par exemple, je suis jaune. Donc, jaune, l'émotion, en tant que jaune, l'émotion qui me caractérise le plus, c'est la joie, l'enthousiasme. Mais du coup, le travers, puisque l'intérêt du disque, c'est de montrer les émotions avec lesquelles on est à l'aise et les émotions avec lesquelles on est moins à l'aise, c'est que parfois, je peux faire preuve d'un optimisme exagéré. Vous voyez, je suis tellement enthousiaste que du coup, je ne suis pas forcément complètement raccord avec la réalité, pour dire les choses. Le rouge, lui, est une couleur qui est vraiment dans une énergie très forte. Mais lui, son émotion problématique, ça va être la colère. Hein. On le voit d'ailleurs, hein, spontanément, le rouge, voilà, colère. Le bleu, alors le bleu, lui, c'est encore autre chose. Hein, on est sur conformity, c'est le C. Le bleu, lui, son émotion secrète, c'est justement une forme de peur, hein, parce que lui, il a besoin d'être dans un désir justement de conformité, et le fait d'être perçu comme en décalage avec ce qui est attendu de lui, voilà, c'est compliqué pour lui. Et enfin, le vert, alors lui, ses émotions, son problème, si je puis dire, on a tous des problèmes, hein, c'est pas que le vert qui a un problème avec les émotions, vous l'avez compris, mais son problème, le vert, c'est qu'il n'aime tellement pas les conflits que les émotions claquent.
il va les verrouiller, il ne va pas les laisser sortir. Et elles vont rester secrètes. Et du coup, elles vont le ronger de l'intérieur. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant cette approche par couleur, parce que ça parle à chacun d'entre nous de nos rapports aux émotions, de nos petits travers, et en même temps de choses qui peuvent vraiment être entraver, je dirais, nos relations à autrui. Est-il possible d'avoir accès aux questionnaires qui permettent de déterminer notre couleur? Oui, bien sûr. Si vous nous contactez chez Réor, on sera ravis de vous le faire passer. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est une des choses qu'on adore faire. Parce que vous ne pouvez pas juste faire le questionnaire comme ça. Il faut être accompagné. En fait, le questionnaire, il fait environ 35 pages. Enfin, le rapport qui est issu du questionnaire, c'est 2 algorithmes. Hein. Je vous la fais bref, mais environ 35 pages. Donc, du coup, ça suppose un accompagnement à la dynamique des couleurs, comprendre comment ça fonctionne, etc. Alors, est-ce que j'ai une synthèse mail ou pas? Si. Ok, je vais l'ouvrir. Est-ce que, alors, juste avant que je l'ouvre, ouais. Émotion moins assumée chez les hommes. Alix, hein, qui dit ça. Ben oui, mais c'est pour ça que je vous ai montré la socialisation des enfants. Comment voulez-vous, si dès qu'ils sont petits, à 5-6 ans, les petits garçons, on leur dit de mettre un masque pour jouer à Dark Vador, à l'araignée. Vous voyez un peu cette histoire de masque, c'est quand même extrêmement intéressant. C'est d'emblée l'émotion, elle est bloquée, je ne la vois pas. Alors que la petite fille, elle a son déguisement Reine des Neiges, mais on voit son visage. Et non seulement on voit son visage, mais je ne sais pas si vous avez vu, elle a une posture de séductrice. Hein, elle quémande un regard, elle quémande l'attention. Hein, vous voyez bien que dans la socialisation aux émotions, c'est ça que je trouve intéressant. Souvent, on parle de socialisation pour le faire. Hein, on est socialisé à faire la vaisselle ou à passer l'aspirateur. D'accord. Mais c'est encore plus profond que ça. On est socialisé à ressentir ou à bloquer nos émotions. Alors là, bonjour. Hein, vous voyez, on parle de la scène d'Anconina et Belmondo. Alors pourtant, je l'ai vu, Itinéraire d'un enfant gâté, je ne me souviens plus. Ben, en tout cas, je vais le revoir ce soir. Hein. Je me dis ça pour FXD. Je l'ai vu il y a très longtemps, Itinéraire d'un enfant gâté, je ne me souviens plus. Je regarde un petit peu vos réactions sur le chat, parce que j'ai pu ouvrir le document. Oui, vous aurez accès au PowerPoint, ça c'est sûr. Hein. Réor, ça veut dire quoi? Mais bien sûr, je suis tellement immergée dans ce que je raconte que je ne pense pas à vous dire que Réor, en latin, ça ne veut pas du tout dire réorganisation, ça veut dire je pense. Hein. Donc merci pour Réor, qui figure en bas à droite, en bas à gauche de votre écran. Voilà, exactement. Absolument, je suis d'accord avec Stéphanie, la colère masculine, c'est la force. Hein. C'est pour ça que j'ai fait une filiation avec Zeus. La colère masculine, c'est comme l'expression de la toute-puissance de l'homme sur le monde. Tout simplement. La colère féminine est souvent lue comme quelque chose de personnel. Hein. C'est quelque chose qui ne va pas dans sa vie. J'ai une collègue coléreuse, j'en ai marre, je lui ai dit que ce n'est pas mon problème, qu'elle aille voir sa direction, que cache sa colère. La colère féminine cache la peur chez elle. Alors, je ne peux pas faire de diagnostic en 2 minutes. Effectivement, je pense que vous posez la bonne question. Que cache sa colère? Hein? C'est toute la question des émotions parasites. C'est très intéressant. C'est-à-dire, est-ce que la colère cache de la peur? Est-ce que c'est une vraie colère? De quoi? Hein, par exemple, il y a une émotion dont je n'ai pas du tout parlé qui s'appelle le dégoût. Hein, on n'en parle pas trop du dégoût. Ça évoque, je ne sais pas, justement des plats, de la nourriture. Or, c'est une émotion qu'on ressent tous. Hein, face à des process qui ne nous plaisent pas, pourquoi pas des méthodes de management qui ne sont pas les nôtres. Et le dégoût, c'est une émotion primaire. Mais hop, elle va peut-être se cacher derrière la colère. Voyez, c'est pour ça que cette histoire de qu'est-ce que ça cache, on ne peut pas le savoir. Du coup, en tout cas, ce qui est important, alors après, comment faire, susciter le dialogue, etc. Mais ne pas mettre son mouchoir dessus. Hein. Pouvoir susciter un échange, pouvoir faire en sorte que la personne, justement, elle-même se rende compte qu'elle croyait qu'elle était en colère, mais en fait, elle est juste triste. Mais dire qu'on est triste en entreprise, oulala, hein, tout d'un coup, c'est comme si on perdait en crédibilité. La colère, ça vous pose son nom. Hein. C'est tous ces enjeux-là qui sont soulevés par cette thématique. Alors, comment détecter les émotions cachées et les traiter en entreprise? Alors,
je pense que cette question des émotions cachées, plusieurs techniques. Hein. Je vous ai parlé des photocollages. Vous avez plusieurs manières de faire. Bon, je vous donne en vrac des méthodes que j'utilise moi en formation. Vous en prenez, vous en laissez. C'est peut-être d'autres. Appelez-nous si vous voulez qu'on en parle. Bon. Soit vous laissez les personnes s'exprimer sans vous, si vous êtes manager. Vous les laissez 1 heure, 1 heure et demie. Vous leur dites, voilà, il y a des post-it, il y a des feutres de la même couleur. La seule consigne, c'est d'écrire en capital pour que les gens puissent vraiment écrire toutes les émotions qu'ils ressentent sans crainte d'être reconnus, n'est-ce pas? Et vous exprimez tout ce que vous ressentez en positif, en négatif. Hein. C'est vraiment le défouloir, le positif, le négatif. Et puis s'il n'y a que du négatif, ben, il n'y a que du négatif. C'est comme ça. Ça, c'est, je dirais, la première méthode un peu défouloir, hein, pas trop travaillée, mais voilà, ça sert de premier déversoir. C'est un effet cathartique finalement. On peut faire ça, par exemple, quand on sent qu'il y a un gros malaise, avant de partir en week-end ou avant une longue période prolongée de congé. Moi, j'ai souvent entendu dire ça en entreprise. On peut se dire que, bah, tiens, tout le monde va partir en vacances et que du coup, on va oublier les problèmes. Non. Si on ne veut pas que les gens ruminent pendant les 10 jours des vacances de Noël, l'air de rien, c'est peut-être mieux que les gens écrivent sur leur post-it ras-le-bol de ceci, j'aimerais ça. Voilà. Ça, c'est le premier niveau, je dirais. Le deuxième, et j'insiste sur le fait que vous n'êtes pas présent si vous êtes manager. Vous sortez de la salle, vous constatez, vous regardez le mur. Éventuellement, si c'est avant les vacances de Noël, vous proposez un petit pot, histoire de détendre l'atmosphère, mais bon. Deuxième possibilité, vous proposez d'avoir quelque chose du type analyse des pratiques, et là, c'est bien d'être accompagné par un tiers, par un cabinet qui va permettre justement que des conflits, des choses un peu plus difficiles soient dites, mais le tiers, en fait, il va jouer un rôle de médiateur. Ça va être le regard extérieur qui va permettre justement de prendre un peu plus de recul. Alors, ce n'est pas forcément un cabinet extérieur, parce que quand je dis ça, je ne fais pas forcément ma pub. Ça peut être quelqu'un d'un autre département, par exemple. Hein. Ce qui est important, c'est qu'il y ait ce regard extérieur autour d'un temps dédié. Et puis, ce moment où on parle des émotions, on parle de ce qui ne va pas, on l'assume, c'est un moment où les gens arrivent en réunion, mais sans leur smartphone, sans leur ordinateur, et sans parler des clients. Il ne faut pas non plus, encore une fois, il ne faut pas utiliser de subterfuge. Hein. On est là pour parler de ce qui ne va pas. D'accord ? Ah oui, ça je suis tout à fait d'accord avec Laurence. La colère comme problème de reconnaissance. Oui, mais j'ai rien à ajouter parce que je trouve que votre post est très, très intéressant. Isabelle dit qu'en entretien professionnel, on a tendance à cacher ses émotions. Mais ça, c'est très intéressant, oui. Non seulement on a tendance à cacher ses émotions, mais on a tendance à projeter une émotion attendue. On se dit, tiens, pour tel type de poste, je vais surjouer tel ou tel truc, telle ou telle émotion. Donc on joue un rôle. Après, vu l'enjeu de l'entretien professionnel, et vu cette dimension artificielle, que ce soit un entretien de recrutement ou un entretien d'évaluation, j'ai envie de dire, c'est normal qu'on joue tous un rôle, hein, de toute façon. Bon. Mais c'est vrai que l'émotion est intéressante parce que, par exemple, si on prend toutes les considérations autour de l'augmentation du salaire, etc., et du fait que les femmes, parce que c'est connu, demandent beaucoup moins que les hommes à être augmentées. Bon. Et souvent disent, mais moi j'ai juste besoin qu'on reconnaisse mon travail. Moi j'ai juste besoin qu'on me dise que ce que je fais c'est bien. Regardez, pensez à la petite fille là en Reine des Neiges qui quémande un regard. Vous voyez, si je suis avec mon masque de Dark Vador, je ne quémande pas un regard. Hein. Du coup, ça m'est beaucoup plus facile de demander une augmentation si j'estime que j'ai beaucoup plus travaillé. Vous voyez, c'est intéressant cette manière dont émotion et reconnaissance sont liées. Hein. Je pense que ce besoin de reconnaissance, pour le coup, il est plus féminin. Hein. Avec du coup, voilà, toutes les entraves qui en découlent. Alors, les femmes en entreprise n'ont-elles pas tendance à adopter le comportement émotionnel des hommes? Ça, c'est très intéressant. Donc là, je vous renvoie à la thèse qui a été publiée de quelqu'un. Alors, elle n'est pas citée dans la bibliographie, mais elle s'appelle Isabelle Bonny-Le Goff. Elle a travaillé sur les femmes managers en entreprise et sur justement
plusieurs stratégies, parce qu'elle parle vraiment de stratégies mises en place par les femmes pour survivre dans des mondes masculins que sont le conseil et la finance. Et elle montre en fait que soit en tant que femme, on rentre de plein pot dans les stéréotypes, mais en ayant conscience des stéréotypes féminins qui sont attendus de nous, du style, alors non, je préfère pas détailler parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu son travail, excusez-moi, mais soit on joue les stéréotypes, soit, ça y est, l'exemple me revient. Elle montre que les femmes managers se sentent obligées du coup de développer la compétence, une compétence féminine autour par exemple de la communication. C'est-à-dire que je suis à la fois j'interviens dans un monde d'hommes, donc j'ai des valeurs d'hommes, donc je me blinde, et en même temps j'essaye, ou plutôt autre stratégie, je surdéveloppe ma compétence communicationnelle. Je surdéveloppe ce type de différence pour justement être crédible. Et là, je vous renvoie au film numéro 1, le film qui vient de sortir là, de Tony Marshall, enfin ça fait 1 an qu'il est sorti, Tony Marshall et comment il s'appelle, Emmanuelle DeVos, où elle joue justement un cadre dirigeant dans une entreprise et dans un monde masculin. C'est extrêmement intéressant, extrêmement intéressant. Donc oui, il peut y avoir en fait plusieurs stratégies féminines. Se bloquer de ses émotions ou au contraire surjouer le côté communicationnel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la norme, elle est masculine. Donc forcément, pour une femme, il faut soit adopter de plein pot cette norme, soit au contraire s'en différencier. Que dire des femmes qui ont tendance à pleurer facilement quand on leur fait des reproches dans l'entreprise? Eh bien, je pense que déjà, il y a quelque chose à travailler autour du fait que c'est pas si grave de pleurer. C'est peut-être pour vous que ça vous embête que la personne pleure, mais que, pour vous qui l'écoutez, c'est une réponse, c'est une réaction, ça sort. J'ai envie de dire, c'est ni bien ni mal. La personne, elle pleure, là où quelqu'un d'autre pourrait se mettre en colère. Après, si votre question, c'est... Donc, je pense que déjà, il ne faut pas attendre que la personne réagisse autrement. Elle est comme elle est. Si elle réagit, elle réagit. Après, généralement, quand il y a des moments comme ça où l'émotion est trop forte, nous, on dit généralement que c'est très bien quand ça sort, parce que c'est un gage d'authenticité. Donc, quand l'émotion sort, c'est bien. Après, vous, si vous êtes la personne avec qui elle a eu cet entretien qui l'a fait pleurer, vous pouvez proposer un break. Vous pouvez dire, écoute, je te propose qu'on reprenne dans 5 minutes, je vais nous chercher un café, ou voilà, pour faire redescendre un peu la tension, puis après, on se retrouve. Soit, ça dépend vous-même, en fait. J'ai envie de vous dire, ça dépend vous-même de si vous êtes ou non à l'aise avec les pleurs. Mais la personne qui pleure, c'est une réaction émotionnelle en tant que telle. Vous ne pouvez pas lui dire arrête de pleurer, vous voyez, on est dans un monde adulte. C'est sa manière à elle d'exprimer. Comment contrôler ma colère? Comment arrêter de pleurer quand on est trop en colère? Gérer ses émotions. Alors nous, on propose des formations sur la gestion des émotions. Rapidement, je pense qu'on confond gérer ses émotions et on voudrait en fait les éradiquer. On voudrait on voudrait les supprimer. Je pense que tout l'enjeu, c'est d'apprendre à les dire. Alors, pardon pour l'anglicisme, je suis d'origine écossaise. Chez moi, on dit beaucoup « timing is everything ». C'est-à-dire que tout est dans le temps et dans le moment. D'accord? Donc, si vous ressentez une émotion, là, j'entends, là, je vois la colère, je vois les reproches, c'est peut-être extrêmement légitime, votre émotion. Donc, je ne vois pas pourquoi il faudrait vous éduquer à la contrôler. En revanche, choisir le moment, répéter un peu pour choisir les mots, oui. Enfin, vous voyez, surtout, je vois que c'est des femmes qui me posent cette question. Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que les hommes sur le chat, ils me diraient comment contrôler ma colère? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Je pense même que pour eux, c'est comment exprimer ma colère pour que je sois perçue comme un chef. Vous voyez où je veux en venir? Pourquoi il faudrait la contrôler, cette colère? Je pense qu'il faut qu'elle s'exprime au bon moment, avec les bons mots. Je vous laisse, je pars acheter des Kleenex. Au revoir Sylvie. Vous pourrez... quelle heure est-il? Ah oui, là, il est temps de... Voilà, vous pourrez noter, je vous engage à le faire, le webinaire, bien sûr. Vous pourrez aussi télécharger le contenu de la présentation. Vous aurez aussi la plaquette de présentation de Réor. Donc, on sera ravis de continuer la réflexion et les échanges avec vous si vous le
voulez. Voilà, j'espère que je n'ai pas oublié de questions clés. Écoutez, non, je pense que c'est bon. Merci à tous de votre participation. Ah, merci Sylvie, j'ai une collègue qui était connectée, c'est chouette. Merci à tous, très bonne journée. Et puis à bientôt pour un prochain webinaire Réor.